Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous, bien sûr, on essaye de vous présenter les grands efforts qui ont été déployés par les Égyptiens sur la scène africaine. Mais justement, très rapidement, nous devons donc commencer cette nouvelle édition à partir de Glasgow, où le président Abdel Fattah el-Sisi a fait des activités diplomatiques très intenses, en rencontrant plusieurs dirigeants du monde entier, à la tête desquels c'est M. Boris Johnson. Donc je dois vous laisser dans les 2 prochaines minutes avec ce reportage pour avoir plus d'informations en ce qui concerne ces entretiens bilatéraux entre les deux hauts responsables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le premier ministre britannique Boris Johnson en marge de la COP26 à Glasgow. La réunion a été marquée par des discussions bilatérales approfondies entre les deux parties, au cours desquelles le Premier ministre britannique a salué la visite du président el-Sisi à Glasgow, saluant les liens étroits actuels entre l'Égypte et la Grande-Bretagne et l'élan croissant observé récemment dans les relations entre les deux pays, soulignant que l'Égypte est l'un des partenaires les plus importants de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Pour sa part, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation pour les développements récents des relations bilatérales entre l'Égypte et la Grande-Bretagne dans tous les domaines. Au cours de la réunion, les deux côtés ont été convenus d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération supplémentaires entre les deux pays, ainsi que de renforcer l'implication de la Grande-Bretagne dans les priorités des plans de développement égyptiens et de soutenir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'investissement, la sécurité, renseignement et militaire, ainsi que les secteurs du tourisme, de la santé et de l'éducation. Les derniers développements de la situation climatique mondiale ont également été discutés. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité des efforts déployés par la Grande-Bretagne pour assurer la tenue du sommet sur le climat, malgré toutes les difficultés compte tenu de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les réunions internationales, ainsi que l'aspiration de l'Égypte à accueillir la 27e session de la conférence en 2022. C'était donc l'appel à la prière du midi ou de Zohr selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. D'autour donc, bien sûr, des activités présidentielles déployées en marge de COP26 à Glasgow. Et bien sûr, nous devons dans les prochaines minutes vous proposer ce reportage qui va vous présenter cette rencontre très importante entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue du RDC du Congo, monsieur le président Félix Tshisekedi. Donc un reportage de Marwa Arafa et Chif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, en marge du sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué des relations bilatérales entre les deux pays frères, que ce soit au niveau de la coordination et de la concertation politique ou au niveau de la coopération économique qui a récemment connu un essor sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales. Le président congolais a également remercié le président el-Sisi pour le soutien continu de l'Égypte à son pays à cette étape importante de son histoire qui représente un modèle de coopération, de coordination et de soutien entre les pays africains.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a pour sa part salué les efforts déployés par la République démocratique du Congo au cours de sa présidence de l'Union africaine afin de réaliser les aspirations de développement du continent africain et de promouvoir ses enjeux et positions sur les scènes internationales ainsi que ses efforts appréciés pour régler la crise du barrage de la Renaissance en soulignant la position égyptienne ferme à l'égard de cette question et sa vision basée sur l'engagement à des négociations pour parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage sous l'égide de l'Union africaine et conformément à la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard. Donc, passons à notre troisième reportage d'aujourd'hui. Il s'agit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a adopté lors de sa réunion tenue vendredi au niveau des chefs d'État et de gouvernement la proposition du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, visant à créer une force civile continentale pour prévenir les catastrophes en vue d'assurer une prise en charge efficace en temps réel et d'apporter l'appui nécessaire aux pays africains touchés. Donc, nous devons vous proposer ce reportage qui va vous donner un peu plus d'informations en ce qui concerne ces efforts arabes déployés sur la scène africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté lors de sa réunion tenue vendredi au niveau des chefs d'État et gouvernement la proposition du président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, visant à créer une force civile continentale pour prévenir les catastrophes en vue d'assurer une prise en charge efficace et en temps réel et d'apporter l'appui nécessaire aux pays africains touchés. La dite proposition a été présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramatan Lamamra, qui a participé à cette réunion en qualité de représentant du président de la République algérienne. Monsieur Abdelmajid Tebboune Lamamra a précisé que les pays africains figurent parmi les pays les plus exposés au risque de plus en plus croissant de catastrophes et phénomènes climatiques extrêmes, soulignant que l'Afrique, qui n'est pas responsable de l'apparition et de l'aggravation des changements climatiques, doit faire entendre sa voix lors de la prochaine conférence de l'ONU sur le changement climatique. Les représentants des États membres au CPS ont accueilli favorablement la proposition du président de la République algérienne qui a été adoptée à l'unanimité tout en chargeant la Commission de l'Union africaine d'entamer les préparatifs pour concrétiser cette initiative très prometteuse, notamment au vu de la hausse du nombre des catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques extrêmes sur les pays du continent. La réunion qui s'est déroulée en visioconférence sous la présidence de Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique, a été marquée par une participation de haut niveau des pays membres du Conseil ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine, de l'ONU et de l'Union européenne. Donc, COP 26, il y avait des décisions très importantes qui ont été prises par les dirigeants du monde qui se sont réunis à partir de ce mois à Glasgow, bien sûr. Et une guerre est engagée, d'après ces leaders, contre les émissions de méthane, mais aussi contre la déforestation. Donc, cette décision, à côté des messages qui ont été lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi pendant son discours devant la COP 26 à Glasgow, ce sont aujourd'hui sous les lumières des analyses de M. Hani Abdelaziz. C'est un analyste politique, économique, mais aussi un spécialiste dans le domaine de l'ONU. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, monsieur. Ma question, à quel point vous avez vu que ces décisions prises par les dirigeants du monde étaient à la hauteur et à la hauteur des attentes et des prévisions du monde en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques?
Bien, je vous remercie d'abord pour soulever cette question extrêmement importante qui intéresse tous les pays de la planète sans exception. Cette réunion, c'est un sommet d'ailleurs, c'est pas simplement une réunion, qui se tient du 31 octobre au 12 novembre, elle n'est pas encore terminée. Donc on peut s'attendre encore à d'autres résultats, je l'espère, pour en venir à des conclusions applicables sur le terrain. Ouais. Ce sommet, comme vous le savez, mais pour vos auditeurs, réunit environ une centaine de hauts responsables des différents pays du monde, dont le président Sisi, qui a fait une apparition très bien observée de la part des participants et qui a eu apparemment aussi des rencontres bilatérales à la marge de ce sommet. Ces 100 pays, une question importante, représentent 85% des forêts du monde. Et c'est une question extrêmement importante, puisque les forêts du monde, comme vous le savez, sont le poumon des différents pays et de la planète. Et là, il y a des percées, importantes, mais d'après certains analystes, experts dans la matière, dont je ne suis pas, je le souligne, trouvent que les résultats sont plutôt mitigés et qu'ils attendaient beaucoup plus de la part des participants. Mais pour l'instant, les résultats sont bons, surtout en matière de déforestation. Ce que je peux regretter, c'est que tout de même, il y a eu des échanges visant à politiser un peu le débat entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Moi, personnellement, je pense que la question des changements climatiques ne vont épargner personne, aucun pays. Donc il n'y a aucune nécessité d'essayer de politiser cela. Nous devons nous unir. Mais bien sûr, les petits ou les petits pays ou les pays en développement subissent beaucoup l'impact de ce choc entre les titans, entre les titans, entre les géants, les éléphants des économies mondiales comme la Russie, les États-Unis, la Chine. À cause, bien sûr, de ce dossier de la carbonisation, de la croissance économique mondiale. Les pays africains... Absolument. Et c'est là où l'intervention du président Sisi a été très importante parce qu'il s'est porté encore une fois, ce n'est pas la première fois, en tant que porte-parole du continent, de notre continent africain, pour demander aux États les plus polluants, qui ont les plus grosses industries métallurgiques, etc., qui polluent la planète et qui affectent négativement la situation, qui ne prennent pas en considération les droits de l'homme, les droits de la planète, les droits des êtres humains à la vie, alors que quand il s'agit de leur propre intérêt personnel, économiquement parlant même. Tout à fait. C'est une attitude, une vision étroite de la part de ces grands pays. Et c'est ce que le président a pratiquement dit entre les lignes, de façon très diplomatique, quand il a exhorté tous ces pays à être au niveau de leurs engagements déjà pris, de fournir 100 milliards de dollars aux pays en développement qui souffrent le plus et qui sont les moins polluants. L'Égypte est particulièrement touchée parce que nous savons que nous avons des côtes immenses, 1200 km je pense sur la Méditerranée, un peu plus sur la mer Rouge, et que les changements climatiques peuvent affecter certaines villes importantes de l'Égypte et la situation générale, sans parler des questions relatives au Nil, etc. Donc il a exhorté ces pays à être au niveau de leurs engagements déjà pris, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons encore une dizaine de jours avant la fin de la conférence, c'est un point d'achoppement. C'est le point d'achoppement essentiel où les grands pays, en particulier les USA, hésitent à fournir cette assistance destinée à aider les pays en développement, donc de l'Afrique, comme le président l'a dit, à surmonter les effets négatifs des changements climatiques qu'ils n'ont pas créés. Donc nous sommes recevoir avec tous les pays africains et les pays du Moyen-Orient aussi de cette pollution carbone, vous l'avez dit, etc. Mais j'ai espoir tout de même qu'ils et bien sûr, on trouve que le changement climatique
impacte négativement de plus en plus les pays africains en général, notamment les pays sahélo-sahariens et les pays qui sont pauvres dans le domaine de l'eau comme l'Égypte. N'est-ce pas? C'est tout à fait vrai, je ne vous contredirai pas sur ce point-là. Non, c'est tout à fait vrai. Mais laissez-moi revenir tout de même sur l'importance économique de cette conférence. Le futur du monde entier, nous le savons aujourd'hui, il est dans le numérique. Le futur des industries sera dans les 100 prochaines années, 20, 30, 50 prochaines années, au niveau des industries non polluantes. Et l'Égypte aujourd'hui... L'économie verte. Exactement. C'est le terme scientifique d'ailleurs. Et l'Égypte essaye très activement ces jours d'établir par exemple une industrie automobile non polluante, une industrie verte. Il y a des négociations, je le pense, qui se font avec plusieurs compagnies à plusieurs États dans ce domaine-là et qui devraient, à mon avis, et j'espère qu'ils réussiront, parce que ce soit une industrie exportatrice de ces véhicules non polluants. Donc l'Égypte essaie de son mieux. C'est un deuxième point important sur la position égyptienne et sur l'activité égyptienne dans ce domaine-là que le président a mené et mène à bon terme. La troisième question la plus importante, c'est qu'il a obtenu à l'arraché, je dis bien à l'arraché, que la tenue du COP27 soit en Égypte, à Sharm el-Sheikh, cette merveilleuse ville qui a tout de même une réputation mondiale au niveau de la tenue de grandes conférences internationales. Donc je suis sûr, même pas seulement pratiquement, que la tenue de cette réunion à Sharm el-Sheikh en l'automne 2022 sera un grand succès au niveau de la sécurité et au niveau des résultats. Cette question propulse... Mais très rapidement, il y avait un message très clair à propos du barrage éthiopien érigé sur le Nil. Bien, regardez, c'est un sujet qui devient très très délicat, très épineux avec les développements internes qui se passent maintenant en Éthiopie, la position américaine que je ne comprends pas tout à fait. Avant de me prononcer un peu sur ce domaine-là, je préférais attendre les jours qui viennent pour savoir les développements sur le terrain, comment ils se passent. C'est très délicat. Il y a des avancées des forces de Tigray, des Omoro, et le Premier ministre est pratiquement en ballottage, mais qui sait comment les choses sont développées avec la prise de position des USA hier et avant-hier. On verra, mais j'espère que tout cela tournera en faveur tout de même d'une solution équitable, je dis bien équitable, où tout le monde trouvera son intérêt. Je répète toujours que les questions de changement climatique, d'eau, sont des questions transfrontières. Qu'elle affecte tout le monde et que tout le monde devrait être uni à la recherche de solutions qui peuvent satisfaire et des compromis aussi. Oui, sinon il y aura des instabilités régionales et d'insécurité qui touchent la région tout entière. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements à travers cette intervention que vous effectuez avec nous. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Toujours bonne suite de nos programmes sur NATV International.